Les éclairer. On va maintenant lancer une keynote qui est un peu particulière. C'est Gina Koplos qui est à Yale University. On avait commencé une recherche à partir d'un papier qu'il avait fait en 2004 sur prédictibilité démographique des marchés financiers. Et on était entré en discussion avec lui. Il a eu la gentillesse de compléter son papier de 2004 pour le faire aller jusqu'à 2020. Et il a aussi eu la gentillesse de nous faire une réflexion qui répond à certaines des questions posées d'ailleurs, et par notre ami japonais et par Jean Hervé et la table ronde, sur un financement original des dépenses de Social Security qui sont sécurité sociale, mais au sens retraite. Merci. Okay, well. Ok. Eh bien, c'est un honneur d'être ici et un plaisir de parler de démographie. Je me sens un peu comme le monsieur Jourdain dans le bourgeois gentilhomme de Molière qui dit « Il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans le savoir. » Car je travaille sur la démographie depuis 40 ans et je n'y réfléchis guère. Mais il s'avère que beaucoup de choses que j'ai faites sont liées à la démographie. Je suis donc très heureux de pouvoir en parler. Permettez-moi de partager quelques diapositives et de vous en dire un peu plus au sujet de deux choses que j'ai... On y va. Il y a deux choses dont je vais parler, le rendement des actions et la réforme du régime de retraite. Puis quelques autres choses sur lesquelles j'ai travaillé, qui concernent le prix de l'immobilier, l'inégalité et l'accès au crédit. Sujets qui, rétrospectivement, ont un rapport avec la démographie, parce que si différentes personnes ont un accès très différent au crédit, cela dépend beaucoup de leurs caractéristiques, de leur âge, de leur ethnie, etc. Mais pour l'instant, je vais simplement parler des rendements des actions et de la réforme du régime de retraite. Deux choses évidemment intimement liées à la démographie. Pour commencer, je veux regarder à nouveau un article que j'ai écrit. Je l'ai publié en 2004, je pense avec Michael Nigel et Martin Quincy, deux amis très proches, en particulier Martin, que j'ai connu quand nous étions tous les deux très jeunes. Puis Martin m'a fait rencontrer Michael et nous avons publié un article en 2004 sur la démographie et la prévisibilité à long terme du marché boursier. Et j'ai récemment relu cet article pour la première fois. La question que nous avions examinée était « Pouvons-nous utiliser la prévisibilité de la démographie pour prédire le marché boursier ?» Pensez-vous? La première réaction des gens est bien sûr que non, parce que les rendements boursiers ne sont pas censés être prévisibles. Si vous saviez que les prix allaient augmenter à l'avenir, ils auraient déjà augmenté. Eh bien, si vous regardez un modèle en équilibre avec les changements démographiques, vous voyez que ce n'est pas vrai. C'était l'argument de notre article. En fait, la prévisibilité même de la démographie rend les rendements boursiers plus prévisibles. C'est-à-dire, si les gens ne comprenaient pas la démographie, on verrait que l'effet serait encore plus grand, puisque l'on peut prédire la démographie. La démographie peut donc avoir un grand effet sur les rendements des actions, et au fil du temps sur les économies en croissance et ainsi de suite. En fait, ce n'est pas des rendements, c'est des ratios PER ou cours sur bénéfice. Voyons pourquoi cela pourrait être vrai. Si l'on regarde l'historique des enregistrements des cours des actions hors inflation, de 1870 à 2005, correspondant à peu près à la date de publication de l'article, on peut voir ce genre de cycle. Un cycle ici, 1920-1960, un autre haut et bas ici, 1970-2000, et un autre haut et bas là, après 2000. Une sorte de deux cycles et demi. Eh bien, si vous regardez les naissances de 1910 à 2000-2002 environ, vous obtenez un cycle avant 1945, une dernière moitié de cycle avant 1965 et un autre cycle avant 1985, et la première partie d'un troisième cercle. Ainsi, vous avez deux cycles et demi, ou trois, de cours des actions et deux cycles et demi de naissance, et ils se recoupent exactement de la bonne façon. Cela est révélateur. Cela ne prouve certes rien, mais c'est révélateur. Si vous construisiez maintenant un modèle, vous constateriez qu'en fait, il devrait y avoir, si les gens étaient parfaitement rationnels,
un lien où les personnes d'âge moyen qui veulent épargner, quand ils ont le revenu le plus élevé et qu'ils veulent épargner pour la vieillesse, ils placent leur argent dans des actifs. C'est à ce moment que les prix des actifs devraient être les plus élevés. Et lorsque les jeunes sont nombreux, c'est à ce moment que les prix des actifs devraient être les plus bas. Et ainsi, le modèle prédit qu'il existe un lien entre le ratio des personnes d'âge moyen par rapport aux jeunes. Période de 15 ans de personnes d'âge moyen sur période de 15 ans de jeunes. Évidemment que ce ratio devrait correspondre au ratio PER. Alors vous voyez, en gros, ça le fait. Pas parfaitement, évidemment. Beaucoup d'autres choses se passent dans l'économie. Mais en gros, c'est le cas. L'article se termine en 2002, juste après le krach boursier. Et vous voyez qu'il y a un lien. J'ai décidé, à cause de cette invitation dont je suis très reconnaissant, d'actualiser les données. Dans l'article, nous terminions avec ce graphique, en 2002. C'est le rapport entre les personnes d'âge moyen et les jeunes. On peut prédire la démographie. Cela sort d'une projection gouvernementale des futurs ratios de personnes d'âge moyen par rapport aux jeunes. Voici la démographie prévue. Selon l'article, le ratio PER devrait baisser, aurait dû chuter pendant les 15-20 prochaines années. Nous avons maintenant une prévision hors échantillon. Les chiffres que nous avions précédemment étaient dans l'échantillon. Vous pourriez dire qu'on aurait pu truquer le modèle pour s'adapter aux données obtenues, mais voici une prévision hors échantillon. C'est une prévision faite en 2002. Et maintenant, nous pouvons comparer les ratios PER. Et voici 2002, ce même pic. C'est exactement la démographie prévue. Et c'est ce que les ratios PER ont fait. Ils ont fait une chute précipitée. La crise de 2008 avait quelque chose à voir avec cela, bien sûr, mais ils sont restés en bas. Je n'ai pas encore intégré 2020. Vous savez que 2020 sera totalement détraqué, parce que les rendements sont si bas, mais je n'ai pas mis 2020. Mais de toute façon, de 2002 jusqu'à aujourd'hui, cela semble avoir confirmé le modèle. C'est donc ce que je voulais dire au sujet de la démographie et du marché boursier, et de l'argument de la façon dont la rationalité... Mais je n'ai pas le temps, donc je vais passer au sujet suivant. J'y reviendrai peut-être. Pourquoi est-ce que le fait d'être rationnel rend l'effet démographique encore plus important? C'est parce que les personnes d'âge moyen, qui sont les épargnants, s'ils le prévoient, il y a tant de personnes d'âge moyen à épargner que les taux d'intérêt se mettent à baisser. Cela ne nécessite pas de regarder vers l'avenir. Mais s'ils savent que les taux d'intérêt vont baisser, si l'effet de revenu est très important, les personnes d'âge moyen qui gagnaient tout leur argent, alors le taux d'intérêt plus bas fait baisser leur richesse réelle lorsqu'ils sont plus âgés. Et s'ils sont rationnels, ils dépensent moins lorsqu'ils sont d'âge moyen. En d'autres termes, ils économiseront davantage, ce qui fait encore augmenter les prix des actions parce qu'ils sont rationnellement tournés vers l'avenir, de sorte que vous obtenez un effet encore plus important de rationalité. La deuxième chose dont je veux parler par rapport à la démographie est la réforme du régime des retraites. Le régime de retraite est confronté à un problème gigantesque. Il va s'effondrer aux États-Unis. Il n'y a tout simplement pas assez d'argent pour continuer si les impôts et les prestations restent les mêmes. Le système, le fonds financier, va s'épuiser, le système fera faillite dans un avenir pas trop lointain. Pourquoi ce problème se produit-il? La première raison est que de 1940 à 1970, lorsque le régime de retraite a commencé en Amérique, nous avons donné une énorme quantité d'argent. Quelqu'un qui prenait sa retraite en 1940 n'avait jamais contribué, mais a obtenu toutes les prestations. Et dans les années 50, ils ont obtenu des prestations en contribuant à peine. Il y a eu cet énorme cadeau, et bien que ce surendettement limite le système, une deuxième raison majeure est la longévité et la baisse des taux de natalité. Le ratio des jeunes travailleurs par rapport aux retraités était de 9 sur 1 en 1940. Il est de 3 sur 1 aujourd'hui, et il va atteindre 2 sur 1. Ces deux choses ensemble rendent donc le système intenable. Le système par répartition n'est pas viable aux États-Unis. Alors que devons-nous faire? Comment pouvons-nous équilibrer le système? Par ailleurs, de nombreux avantages liés au système actuel doivent être maintenus. Il est très apprécié. Mais il y a aussi beaucoup de problèmes avec le système actuel. Ainsi, lorsque nous essayons de le rééquilibrer, nous pouvons peut-être rééquilibrer d'autres choses. J'ai une proposition pour faire tout ça à la fois. Qu'est-ce que j'entends par avantages et inconvénients? Les démocrates aux États-Unis, qui prennent très à cœur le régime de retraite, l'aiment à cause de ce qu'il fait.
Quelle est la règle? Vous prenez vos revenus tout au long de la vie et vous serez payé une fonction concave de ces revenus. Cela signifie que plus vous gagnez, moins votre contribution augmente, de sorte que les pauvres reçoivent beaucoup plus d'argent en prestations pour avoir cotisé quelque chose que les riches. Marginalement, le système est donc redistributif. Également, ce que vous recevez quand vous êtes à la retraite est indexé au salaire des jeunes travailleurs, ceux qui travaillaient quand vous prenez votre retraite. Après votre retraite, votre revenu, vos prestations de régime de retraite sont corrigées de l'inflation pour le reste de votre vie. Les démocrates aiment donc qu'il y ait une redistribution basée sur les revenus tout au long de la vie. Ils aiment le partage des risques entre les générations. Ils aiment la sécurité. Vous êtes assuré contre la longue vie parce que peu importe la durée de vie, vous obtenez une rente indexée sur l'inflation. Cette indexation, c'est comme une sorte de rente, si vous voulez. Et puis, vous n'allez pas perdre tout votre argent accumulé et épargné. Il y a une garantie. Les républicains n'aiment pas cela parce qu'ils disent le gouvernement peut changer quoi que ce soit. Ce n'est pas votre propriété privée et ce n'est pas clair, même pour moi d'ailleurs, dans quelle mesure j'ai droit à cette sécurité sociale. On ne sait pas exactement à quoi on a droit. Et il n'y a pas de prix de marché non plus pour dire comment ça va se passer. Et on ne peut faire que deviner. Et la redistribution dont on a parlé, basée sur les revenus, c'est un mystère. Personne ne sait exactement. Donc, il n'y a pas vraiment de redistribution. Et puis, les républicains adorent des rendements, un peu genre rendement des capitaux. Et ils aiment avoir le choix. Alors, j'ai des suggestions peut-être un peu folles pour avoir cet équilibre. Je l'ai écrit avec Steve Zeldus, qui est aussi un co-auteur et ami proche, et nous avons proposé deux choses. Première chose, une sorte d'impôt de succession, entre guillemets, c'est-à-dire tous ces cadeaux qui ont été donnés jusqu'aux années 70 aux retraités. Eh bien, on considère que ce n'est pas aux travailleurs de payer ce fardeau-là. Le gouvernement de l'époque avait décidé de faire des cadeaux, mais pourquoi maintenant les travailleurs d'aujourd'hui devraient payer cette dette? Donc, on devrait avoir une imposition pour l'ensemble de l'économie, que ce soit des riches ou d'autres. Enfin bon, tout le monde devrait contribuer à éponger cette dette. Et les personnes qui et en fait, il y a jusqu'à 17 trillions de dollars qu'il faut reconstituer quelque part. On veut un impôt qui puisse récupérer ces 17 trillions de dollars, 1 ou 2% par an, et la valeur de cette imposition d'ensemble serait de 17 trillions. Et deuxièmement, on veut avoir un compte personnel progressif. Les gens paieraient quelque chose et quand ils cotisent à la sécurité sociale, grâce à leur cotisation, ils achètent ce que j'appelle un PAW. Je vais vous expliquer ce que c'est que le PAW. C'est un acronyme, un PAAW. Ça veut dire la sécurité, un salaire moyen qui est sous forme de rente et personnel. C'est-à-dire, c'est personnel, c'est d'une garantie et vous allez avoir un salaire moyen de l'année de votre retraite, plus le même nombre de dollars ajustés de l'inflation tant que vous vivez. Donc, un PAW va vous donner votre montant moyen et ensuite, tout cela, ça sera ajusté de l'inflation et ça pour le reste de votre vie. Et ça permet de partager les risques entre générations parce que ce qu'on vous paie, eh bien, ça dépend de ce que gagnent les gens et c'est indexé de l'inflation jusqu'à la fin de votre vie. Et donc, quand vous êtes jeune, chaque fois que vous payez vos impôts, vous allez acheter des PAWs, donc vous achetez ces PAWs, mais le gouvernement pourra vous taxer ou vous subventionner, ça dépend du nombre de PAWs que vous aurez accumulé. C'est-à-dire que les riches qui ont déjà eu pas mal de PAWs, ils vont être imposés justement sur leur achat de PAWs. Et les gens qui sont pauvres et n'ont pas beaucoup de PAWs vont être subventionnés. Et donc, il y a une sorte de redistribution de la richesse. Et c'est pour ça que les démocrates devraient aimer ce système.
Mais les républicains, maintenant, devraient aussi l'aimer parce que ça vous offre une sécurité. Vous possédez ces pauses, ce compte personnel. Le gouvernement ne peut pas vous le reprendre. C'est quelque chose de très transparent. On sait ce que vous payez et ça vous aide à planifier les choses et ça va pouvoir être négociable. Ça a une valeur. Vous connaissez la valeur de vos épargnes de retraite. Vous allez pouvoir négocier cela. 10% des pauses vont pouvoir aller sur le marché dans des pools. Et une fois que c'est dans le pool, ce n'est pas personnalisé. Les investisseurs ne savent pas combien de temps encore l'individu va vivre. Non, c'est dans le pool. Et donc, on va pouvoir négocier ces pauses dans le pool et c'est négociable si vous voulez. Et donc, cette sécurité négociable est intéressante. C'est 10%, 10% qui pourrait être dans le pool, si vous voulez. Les cotisants seront forcés à garder 90% de leur pause sur leur propre compte, mais ils pourront vendre 10%. Ils pourront investir dans le marché action ou ailleurs. Et donc, les républicains auront au moins 10% de l'argent qui pourra être investi sur le marché action et les 90% correspondent à l'ancien système. Mais les pauses eux-mêmes, c'est un peu comme des actions, parce que quand vous êtes très jeune et que vous avez 40 ans qui vous séparent de la retraite, vous pouvez cotiser, acheter des pauses, et ces pauses sont indexées à un salaire 40 ans plus tard. Et donc, c'est corrélé au marché boursier. Et plus vous avancez dans l'âge, ce n'est pas corrélé véritablement au marché boursier. Donc, vous voyez quelque part que ça ressemble à une action quand vous êtes jeune et c'est beaucoup plus sûr au fur et à mesure que vous avancez vers la retraite comme investissement. Très bien. Une fois que c'est négocié, il y aura un boom énorme au niveau des compagnies d'assurance pour la tarification des rentes parce que vous connaissez la valeur des pauses. C'est un paiement constant après que vous êtes retraité. Il va pouvoir y avoir un prix juste pour les rentes et pour les crédits hypothécaires inversés. Voilà, donc ça pourra rééquilibrer les choses. Et une fois acheté ces pauses, et ça peut être imposé ou subventionné selon, mais vous voyez la valeur de ces pauses. Et le gouvernement ou la personne qui cotise et qui achète ces pauses émis par le gouvernement est sur la sellette. Mais c'est un système qui permet au gouvernement de vendre, pas les 10% uniquement, mais le gouvernement pourrait penser à vendre les 90% au marché privé et forcer le marché privé à mettre devant cela suffisamment de garanties. Ça permet de garder le système équilibré. Les gens vont vivre plus longtemps et ça veut dire que les pauses seront disponibles une fois que vous achetez vos pauses de retraite avec vos cotisations. Le système corrige systématiquement. La longévité va augmenter et le système réduira le nombre de pauses. Donc, le système sera toujours équilibré. Et bien sûr, avec le temps, quand les gens vivront encore plus longtemps que prévu, ça va être difficile pour le gouvernement peut-être de payer. Et c'est pour cela qu'il faudra peut-être déplacer le risque vers le marché privé et les forcer à avancer des garanties. Mais en tout cas, ce sera un système d'alerte précoce en disant que les choses changent dans l'économie. On pourra ajuster à ce moment-là ce système de pause. Et si vous pouvez encore complexifier les choses et indexer le pause pas au salaire moyen, mais à l'ensemble du revenu détenu par les jeunes et payé en taxes de sécurité sociale. Et à ce moment-là, vous n'avez plus de problème ou de risque de couverture. Le système s'équilibre. Vous ne l'indexez pas sur le salaire, mais sur le revenu fiscal de la sécurité sociale. Et à ce moment-là, vous avez complètement équilibré l'ensemble du système. Voilà ma proposition. La sécurité sociale est en détresse. On a besoin de repenser les choses, de rééquilibrer les choses. Entre générations, c'est un problème démographique et essayons de résoudre cela avec cette nouvelle sécurité sociale qui pourra évidemment faire améliorer aussi le système des rentes et des compagnies d'assurance. Voilà mes deux idées. J'espère que ça pourra être utile. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté et comme je vous l'ai dit, c'est un véritable plaisir que d'avoir été invité à cette conférence et de m'avoir donné la possibilité de parler. Bonjour, merci beaucoup John Giannakopoulos, c'était
véritablement une lecture passionnante et nous aurons beaucoup à débattre autour de ça. Nous avons demandé à Jean-Pierre Grimaud de réagir à ça. Jean-Pierre est directeur général du groupe OFI, qui est un groupe de gestion d'actifs qui travaille essentiellement avec des mutuelles. Et nous l'avons interrogé sur innovation financière et avenir de la protection sociale. Grimaud, vous êtes directeur général du groupe OFI et OFI est un partenaire fidèle et très amical de la chaire TDTE et donc du réseau EIDLL. Et vous avez souhaité rebondir sur cette question de finance et démographie, peut-être en interrogeant la créativité potentielle de la finance pour répondre aux problèmes du jour. Tout à fait, merci François-Xavier. C'est avec beaucoup de bonheur que j'interviens et c'est un grand honneur pour moi d'être présent dans ce symposium. Effectivement, je pense que c'est ce qui a été dit précédemment sur les relations entre la démographie et les marchés financiers sont passionnants. Et aujourd'hui, on peut s'interroger justement sur un problème qui est principalement un problème européen, de la zone euro en particulier, c'est l'effet des taux d'intérêt négatifs. Je pense qu'il faut prendre conscience que aujourd'hui, on a à peu près 70% de l'univers investissable des marchés obligataires, investment grade, qui offrent des rendements négatifs. Ça veut dire que quand un investisseur achète une obligation, eh bien, à la fin, il recevra moins que ce qu'il a mis comme investissement. Ce qui est quand même un paradoxe assez fort et qui doit nous interroger par rapport à la problématique que nous avons aujourd'hui de ce vieillissement des populations. En effet, ces taux d'intérêt négatifs, finalement, ils peuvent traduire le fait qu'il y a une moindre confiance dans l'avenir que dans l'immédiateté, parce qu'il y a une forme de punition, entre guillemets, du détenteur de cette obligation. Et qui sont les détenteurs des obligations? Ce sont principalement les organismes institutionnels de retraite, mais aussi d'assurance. Et donc, cela veut dire que ces organismes, aujourd'hui, lorsqu'ils achètent le marché obligataire qui leur renvoie des taux d'intérêt négatifs, ça veut dire qu'à la fin, d'une manière ou d'une autre, ils appauvrissent ce qu'ils vont pouvoir rendre à leurs épargnants ou à leurs retraités. Et donc, on est aujourd'hui dans ce paradoxe très particulier de l'évolution des marchés financiers où ils ne sont pas forcément créateurs de valeur sur le long terme, mais plutôt destructeurs de valeur sur le long terme. Et cela parce que on n'arrive pas à générer de facteurs inflationnistes. Et donc, pour créer un monde de taux d'intérêt négatifs, réels négatifs, eh bien, on a été obligé, le on étant les autorités publiques, ça a été un choix assumé par les autorités publiques, de plonger les taux d'intérêt nominaux en territoire négatif. Et comme il y a très peu d'inflation nominale globale, eh bien, cela fait des taux d'intérêt réels négatifs. Et taux d'intérêt réel négatif, c'est l'appauvrissement de celui qui est l'épargnant, et l'épargnant, c'est pas celui qui épargne, c'est pas seulement celui qui épargne par son excédent de revenus qu'il consacre à l'épargne, mais c'est aussi et principalement les personnes retraitées, et on transmet ainsi je dirais une moindre appréciation de la rente future. Donc c'est un vrai sujet au moment où
une partie très importante de la population, c'est lié au phénomène de vieillissement des populations, est dans cette situation de retraite. Et donc, ça veut dire que si sur cette partie financière, on appauvrit la personne retraitée, eh bien, il faut que la société dans son ensemble trouve d'autres réponses pour accompagner cette période de la vie qui, encore une fois, s'est considérablement rallongée ces 30, 40 dernières années. Et tant mieux d'ailleurs, c'est quelque chose de très bien pour le bien-être, le bien-être individuel et le bien-être collectif. Mais pour autant, il faut bien se pencher sur comment on arrive aujourd'hui à financer le fait que en projection vers les années 2050, il y aura simplement 1,3 actifs pour financer un retraité. Et ça veut dire que comment adresser ce phénomène? Et la réponse ne peut pas être que financière. Ça veut dire qu'il faut autour du financier aménager un environnement, repenser une société et en quelque sorte réfléchir à cette nouvelle forme de protection sociale que l'on doit mettre autour des personnes, parce que encore une fois la réponse ne peut pas être que financière. Donc ça passe par repenser les solidarités intergénérationnelles, repenser la relation aux biens immobiliers. Il peut y avoir des solutions autour de cela. Sans doute repenser la ville et l'aménagement de la ville et la vie des personnes âgées à l'intérieur de la ville, et peut-être repenser le mode actuel de nos systèmes de maisons de retraite qui trop souvent, et on l'a vu particulièrement dans la crise sanitaire que l'on vient de traverser, qui est plutôt un phénomène d'isolement des personnes âgées qu'un phénomène d'intégration des personnes âgées au sein de la ville. Et puis la problématique de la prise en charge des soins et de l'accompagnement. Donc il y a beaucoup de thèmes à creuser, qui ne sont pas que des thèmes financiers et purement financiers, qui vont bien au-delà. Et je trouve que les travaux qui sont aujourd'hui menés par la chaire sont dans ce domaine extrêmement intéressants et porteurs de solutions. Il n'y a pas de solution unique et il n'y aura jamais de solution unique à cela. Il y aura une somme de petites solutions qui viendront se superposer les unes aux autres pour traiter le sujet. Et bien évidemment, le monde financier lui-même doit repenser la façon de traiter, la façon d'investir, parce qu'encore une fois, ce phénomène de taux d'intérêt nominaux négatifs bouscule et même plus que bouscule la norme d'investissement et la façon dont les professionnels de l'investissement doivent regarder les marchés financiers et regarder ce qu'on appelle les actifs réels, qui sont finalement des actifs qui ne sont pas sur les marchés financiers. Et donc c'est la revisite de l'ensemble de ces panels que nous avons devant nous pour faire face aux enjeux colossaux qui nous attendent dans un futur qui est beaucoup plus proche qu'on ne le pense.